suis le Dr Saketti, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle micronutrition, santé de la femme et santé en général. On va faire un point sur le sucre et si c'était notre pire ennemi, tout ce qu'on ne vous dit jamais sur le sucre. Il y a quelque chose d'assez fascinant avec le sucre. On a l'impression qu'on choisit d'en manger, alors qu'en réalité, notre cerveau a été programmé finalement pour l'adorer. Et ce programme, il commence même avant notre naissance. Lorsque j'ai commencé la micronutrition, mon professeur me disait « le sucre est le fossoyeur de l'humanité ». C'est un peu exagéré, mais on va revenir là-dessus. Dans le liquide amniotique, il y a déjà une légère saveur sucrée. Ça, c'est un signal biologique qui est vraiment ancestral. Et le goût sucré, ça signifie qu'on a de l'énergie disponible. Pendant des millions d'années, c'était vraiment un avantage évolutif. Mais aujourd'hui, dans un monde où la nourriture est partout et en excès, ce même mécanisme, finalement, s'est un peu retourné contre nous. Le résultat, vous le connaissez, on a une explosion du diabète, du prédiabète, de l'obésité, une prise de poids abdominale hyper fréquente, de la fatigue chronique également, qui peut être en lien avec cet excès de sucre dans le sang, et une inflammation silencieuse. Et pourtant, on continue souvent à penser que le problème vient purement et simplement d'un manque de volonté. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que le sucre fait réellement au niveau de notre organisme, pourquoi finalement le cerveau en redemande en permanence avec un véritable cercle vicieux, et quels aliments sont de faux amis. Ça, c'est hyper intéressant. Vous verrez, je suis sûre que vous ne les connaissez pas tous. Et surtout, on va voir comment reprendre le contrôle sur son métabolisme. Alors, restez bien jusqu'à la fin, installez-vous confortablement, coupez les notifications, enfermez les enfants, le chien, parce que je vais vous parler vraiment de quelque chose de particulièrement intéressant qui peut transformer la prise en charge de manière globale. On va parler de plein de notions, alors préparez-vous. D'abord, est-ce que le sucre, c'est une drogue? Ça, on l'entend souvent. Le sucre, c'est comme une drogue. On a entendu parler des rats en laboratoire qui sont encore plus addicts au sucre qu'à de véritables drogues. Scientifiquement, c'est pas tout à fait exact. Personne ne se réveille à 3 h du matin pour avaler 2 cuillères de sucre en poudre. C'est pas aussi simple. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le sucre active exactement les mêmes circuits cérébraux que certaines drogues. Par exemple, sur notre langue, on possède plus de 10 000 récepteurs gustatifs. Lorsque ces récepteurs détectent du sucre, ils envoient immédiatement un signal au cerveau. Et c'est ce signal qui active ce que l'on appelle le système de récompense. Ce système de récompense, lui, à son tour, il va libérer une molécule très particulière et qu'on connaît bien, c'est la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est? La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Finalement, la dopamine, c'est elle qui nous pousse à recommencer une expérience que l'on trouve agréable. Et donc, c'est pour cette raison qu'un carré de chocolat devient 2 carrés de chocolat, puis 3, puis une demi-tablette, puis la tablette entière. Donc ça n'a rien à voir avec un manque de discipline, c'est simplement un mécanisme neurobiologique hyper puissant. Et l'industrie agroalimentaire l'a compris depuis longtemps. Maintenant, voyons ce qui se passe dans notre corps après un repas sucré. Lorsque l'on consomme du sucre, plusieurs choses vont se mettre en place de manière presque immédiate dans l'organisme. La première, elle concerne un organe, c'est le pancréas. Le pancréas, il va libérer une hormone qui est essentielle, qui est l'insuline. L'insuline, elle va agir un peu comme une clé. Elle va permettre au sucre, au glucose, qui est présent dans le sang, d'entrer dans les cellules pour produire de l'énergie. Jusque-là, rien d'anormal, tout est parfaitement calibré, mais l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Le problème apparaît lorsque les apports en sucre deviennent répétés et trop fréquents. En cas d'apport répété, l'insuline, elle ne fait pas seulement entrer le sucre dans les cellules, elle va activer 2 mécanismes de stockage. Le premier, c'est le stockage sous forme de graisse. Lorsque les cellules n'ont plus besoin d'énergie, le glucose, il est transformé en triglycérides.
Ces triglycérides sont stockés dans les cellules graisseuses. C'est l'origine de la fameuse graisse abdominale, par exemple. Et le second mécanisme, lui, est moins connu. Le sucre retient l'eau. Une molécule de glucose, elle peut retenir plusieurs molécules d'eau. C'est la raison pour laquelle, après un repas très riche en glucides, certaines personnes se réveillent le lendemain avec le visage bouffi, gonflé, les doigts un peu plus épais, les bagues qui serrent et une sensation finalement de rétention. Là encore, clairement, c'est pas dans la tête, c'est un phénomène réel. Mais c'est pas tout. Il existe une autre particularité au niveau du métabolisme du sucre et ça concerne le fructose. Alors quel est le problème avec le fructose? Le fructose, c'est le sucre qui est naturellement présent dans les fruits. On a longtemps dit qu'il était bien meilleur que tous les autres sucres, mais aujourd'hui, on le retrouve aussi massivement dans les jus de fruits, bien évidemment, dans les sodas, dans les produits industriels. Et contrairement au glucose, le fructose, il ne peut pas être utilisé directement par les cellules. Il doit d'abord passer par le foie. Le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le transformer pour pouvoir par la suite l'utiliser. Et lorsque les apports sont trop importants, ce processus peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie, une augmentation des triglycérides et une perturbation du métabolisme. C'est la raison pour laquelle boire un jus de fruits n'est absolument pas équivalent à manger un fruit entier. On va transformer progressivement son foie en foie gras. Dans un fruit entier, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a évidemment les fibres. Donc la digestion, elle est beaucoup plus lente et l'impact métabolique est modéré. C'est l'impact métabolique, la glycémie, le sucre dans le sang, ne va pas monter de manière aussi rapide. Dans un jus de fruits, les fibres, elles disparaissent. Donc le sucre arrive beaucoup plus vite dans le sang. Allez, maintenant, un point hyper important que vous attendez tous, c'est les faux amis alimentaires. Vous savez, c'est tous ces aliments qu'on choisit en croyant faire d'excellents choix et qui finalement ne sont pas si sains que ça du tout. Quand on parle de sucre, on pense souvent au dessert. Combien de gens disent « Non, mais moi, je n'aime pas le sucre, je ne mange jamais le dessert, je mange très sainement. » Mais certains aliments que l'on croit vraiment anodins sont en réalité extrêmement riches en glucides. Un exemple, la bière. La bière, c'est fabriqué à partir des céréales fermentées. Autrement dit, c'est un petit peu comme si on consommait du pain en liquide. Autre exemple, les jus de fruits. Alors, particulièrement les jus de fruits industriels, mais même les jus de fruits à la maison, puisque on l'a vu, on enlève les fibres. On les perçoit trop souvent comme une option saine que l'on donne par exemple à ses enfants le matin pour leur apporter des vitamines. En réalité, certains peuvent vraiment contenir autant de sucre qu'un soda. Est-ce que vous donneriez un soda le matin à votre enfant pour qu'il soit en forme? À l'inverse, certains aliments sont très intéressants pour l'équilibre métabolique. Par exemple, les sardines, ça c'est un poisson extrêmement riche en oméga 3 et les oméga 3 vont jouer un rôle majeur dans l'inflammation pour la réduire, dans la santé cardiovasculaire pour la préserver et même dans le fonctionnement cognitif, dans la fonction cérébrale. Autre aliment intéressant, le chocolat noir. Bon, à condition pour le chocolat noir qu'il contienne au moins 70% de cacao. Laissez tomber. Donc, choisissez le chocolat noir, contrairement au chocolat blanc. Ça compte pas, il est essentiellement composé de sucre et de graisse. Secret de longévité de certaines populations. Dans certaines régions, notamment en Asie et au Japon, on va observer une quantité exceptionnelle de personnes qui dépassent 100 ans, de centenaires. Ça, c'est une des caractéristiques de leur alimentation, qui est due à la consommation régulière d'aliments fermentés. On connaît le régime crétois, voyons un peu le régime fermenté. C'est notamment ce que l'on appelle le natto. Le natto, c'est un soja fermenté qui est très riche en vitamine K2. Et vous la connaissez bien, la vitamine K2, elle est souvent associée à la vitamine D3 dans les compléments alimentaires. Et il y a également des bactéries qui sont très bénéfiques. La fermentation, elle produit des enzymes qui semblent jouer un rôle dans la santé cardiovasculaire et la longévité. Des aliments fermentés à inclure régulièrement dans votre alimentation, ça va jouer sur votre microbiote intestinal. On sait aujourd'hui que le microbiote, c'est vraiment un organe métabolique majeur qui participe à la longévité. Bon, maintenant, si on faisait un récap, si on fait simple, comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle par rapport à notre consommation de sucre?
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire de devenir un extrémiste dans son alimentation et de faire de l'orthorexie. Voici quelques principes simples qui suffisent déjà à améliorer considérablement votre équilibre métabolique. Premier principe, avoir une routine alimentaire stable. Un repas plaisir de manière occasionnelle, bien sûr, ça ne pose pas problème. Mais lorsque ces écarts deviennent quotidiens et répétés, il faut savoir que le cerveau va s'habituer à des niveaux élevés de dopamine. Et là, on entre dans un véritable cercle vicieux. Deuxième principe absolument capital, la mastication. Il faut prendre le temps de manger. Pourquoi? Parce que déjà, le cerveau met une vingtaine de minutes pour recevoir le signal de satiété qui nous dit qu'on n'a plus faim. Mais également parce que la mastication permet d'améliorer l'assimilation des nutriments et de baisser l'inflammation. Si on mange trop vite, on consomme bien évidemment beaucoup plus d'aliments que nécessaire, mais on augmente aussi le risque de perméabilité intestinale et d'inflammation de bas grade. Troisième principe primordial, il faut bouger, mais il faut bouger régulièrement. Il ne faut pas se forcer à faire des séances intenses et arrêter pendant 3 semaines. L'activité physique, elle va améliorer notre sensibilité à l'insuline. Elle améliore aussi évidemment la masse musculaire qui détermine notre résistance à l'insuline. Le muscle, c'est un organe métabolique majeur. Pourquoi? Parce que le muscle consomme du glucose même au repos. Allez, on conclut. Et si c'était vraiment une épidémie silencieuse? On le sait depuis les années 80, le taux d'obésité ne fait qu'augmenter. On a diabolisé les graisses pour mettre un petit peu les glucides au premier plan et c'est une erreur. Aujourd'hui, le prédiabète concerne des millions de personnes dans le monde et la majorité d'entre elles ne le savent même pas. Alors, soyons optimistes, il y a vraiment des solutions simples à mettre en place tôt, éduquer nos enfants et leur apporter les bonnes habitudes. En attendant, puisque les traitements ne font que progresser, la compréhension des mécanismes, elle est primordiale. Donc l'essentiel, c'est hyper simple, c'est ce qui se passe dans votre assiette et c'est ce que vous faites de votre corps au quotidien. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue au niveau de notre métabolisme, pensez à liker, à l'enregistrer, à la partager et pensez bien sûr à vous abonner pour recevoir les prochaines. Moi, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.